Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Arcane, un épisode qui aura pris un peu plus de temps à être réalisé, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de travail d'écriture et de recherche. Quelques nouveautés dans cet épisode, vous l'aurez remarqué, maintenant vous voyez ma tête, ne vous y habituez pas trop. Et l'autre nouveauté, c'est que l'essentiel des illustrations a été réalisé avec Midjourney, une intelligence artificielle qui génère des images. Si vous suivez cette chaîne, il est possible que vous n'y connaissiez pas grand chose au tarot, voire même que vous pensiez connaître la vérité. Mais le mythe du tarot est empreint de fake news. You are fake news. Et je vais aujourd'hui vous retracer l'histoire du tarot divinatoire des origines à nos jours. Je précise que je ne suis pas historien, tout ce qui va suivre repose sur des sources que j'ai collectées par passion et que vous pourrez trouver dans le descriptif de la vidéo. Vous ne trouverez pas ici la vérité absolue autour des origines du tarot, de nombreux points restent encore à éclaircir, mais vous trouverez tout de même une histoire complète et détaillée de ce que nous savons à l'heure actuelle. Je souhaitais faire cette vidéo depuis les débuts de la chaîne, j'espère qu'elle sera aussi agréable à regarder qu'elle l'a été à écrire. Avant de commencer, je tiens déjà à m'excuser pour mon accent. Dans cette vidéo, je vais parler chinois, égyptien, italien et allemand, des langues dont je n'ai que quelques notions, alors soyez cléments. Dans son traité d'Isis et Osiris, Plutarque raconte comment le dieu Thoth, appelé Mercure par assimilation culturelle, joua au dé avec la lune pour gagner 5 jours à sa maîtresse Nout, appelée Rhea, afin qu'elle puisse accoucher d'Osiris et de ses frères et sœurs. Si cette histoire n'a pas de lien évident avec le tarot, elle nous rappelle que l'existence des jeux est plus ancienne qu'on pourrait le croire, et elle traite d'un personnage mythologique qui aura une grande influence sur le tarot par la suite, le dieu Thoth. Mais c'est ailleurs qu'il faudra chercher l'origine des cartes, et cela au travers de deux théories très distinctes. La moins étayée, mais la plus exotique, est sûrement la piste chinoise. Elle voit en effet apparaître une première version des cartes à jouer au 7e siècle durant la dynastie Tang, avant de le mentionner très clairement au 9e siècle dans l'ouvrage Collection of Miscellanea at Duyang. Les cartes seraient alors déjà généralisées sur tout le territoire grâce à la xylographie, l'ancêtre de l'imprimerie. Et c'est au XIe siècle qu'elles se seraient exportées, notamment dans le monde musulman, à travers la Perse et vers l'Égypte. Il ne reste pas de traces très précises de ces premiers jeux, mais le croisement des sources laisse entendre qu'il aurait plutôt s'agi d'éléments d'un jeu de société, un peu comme les billets dans un jeu de Monopoly. L'autre piste, beaucoup plus concrète, concerne le monde musulman et le jeu Muluk wa Nuwab, qu'on peut sourcer de façon certaine en 1500, un jeu quasi complet de cette époque étant conservé au palais de Topkapi. De façon plus hypothétique, on pourrait même remonter jusqu'en 1300 grâce aux fragments d'un jeu très proche de celui-ci. Contrairement au jeu chinois, le Muluk wa Nuwab comporte de nombreuses correspondances avec notre jeu actuel. On y trouve déjà les 4 familles, alors appelées épée, denier, polo, oui, c'est un sport vieux de plus de 2500 ans, et myriade. Polo préfère la famille des bâtons et myriade celle des coupes. A noter que ces 4 familles étaient alors nommées Turuk, les voix, qui ne semblent pas être à l'origine du nom tarot, même si j'aurais bien aimé. Chaque voix comporte 10 enseignes, mais aussi un roi, Malik, un lieutenant, Nahib, un lieutenant en second, Nahib Tane, et un adjoint, Ahad al-Arkan. 14 cartes qu'on peut sans mal relier aux arcanes mineurs du tarot et à ses cartes de cour. On date l'arrivée de ces cartes en Occident vers 1370. Étonnamment, l'apparition est concomitante dans toute l'Europe. On les appelle alors Naibi ou Naipes, rappelant le nom de la carte Nahib dans le Muluk wa Nuwab. Il s'agit alors de cartes peintes à la main, ce qui ne permet pas encore une diffusion massive. Le succès de ces jeux est toutefois tel que dès 1376, la ville de Florence publie un décret interdisant un nouveau jeu du nom de Naibé. Beaucoup de décrets de serment donneront par la suite des informations précises et datées sur l'évolution des cartes puis du tarot. À ce jour, aucune certitude n'existe concernant l'origine des cartes. Certains historiens estimant qu'une origine européenne est tout aussi probable que l'origine orientale. En 1418, le duc de Milan, Filippo Maria Visconti, ordonne à son secrétaire, Marziano da Tortona, de faire créer une famille indépendante de 16 cartes, qui serait supérieure aux autres, à ajouter au jeu traditionnel. Il le paiera 1500 ducats pour ce travail, soit très approximativement 30 ans de SMIC de l'époque. Ces cartes se nomment alors Déification des 16 héros,
tout simplement parce qu'elle représente le panthéon romain, plus quelques ajouts comme Hercule. Le but de cette création, fournir un jeu qui enrichirait le joueur en plus de le distraire, qui lui enseignerait ses vertus par l'usage. C'est l'historien Ross Cadwell qui a permis de découvrir cette information, révélant ainsi un ancêtre possible des cartes d'atout. On retrouve cette idée de jeu de cartes qui permettent de s'élever dans 2 discours datant de 1560. Nel scorso perché fosse trovato il giucco et particolarmente che il tarocco, qui explique que chaque atout est une étape pour se rapprocher de Dieu. En 1440, Giusto Giusti, notaire des Médicis, commande un naibi a trionfi à Florence pour la somme de 4 ducats et demi, soit très approximativement un mois de SMIC de l'époque. On en trouve trace dans ces registres, et c'est principalement cette source qui permet d'affirmer que dès cette date, le terme trionfi qualifie le tarot. L'origine de cette appellation est incertaine, mais l'on évoque le poème I Trionfi de Pétrarque vers 1350, dont les allégories et la structure évoquent les atouts. Mais surtout, ce texte connut un tel succès qu'en 1440, on l'imprime encore, mais agrémenté d'illustrations, notamment de chars, probablement en hommage au carnaval qu'on pouvait appeler Trionfo, en souvenir des victoires militaires de l'Antiquité. Un univers visuel qui aura une grande influence dans la société de l'époque. Ces points communs expliquent probablement le choix du mot trionfi pour qualifier les atouts, un nom ensuite utilisé comme diminutif pour distinguer ce jeu de cartes des autres naibi. Ce nom perdurera jusqu'en 1500 où celui de tarocchi s'imposera. La raison de ce changement n'est pas encore connue. Une hypothèse voudrait que cela vienne du mot taroc, idiot ou fou en italien, qui aurait été une apostrophe durant les parties. L'une des sources de 1505 permettant d'affirmer l'utilisation de tarocchi le qualifie d'ailleurs de vulgo aperatarum, soit vulgairement appelé, ce qui signifie qu'il s'agit d'un nom sans racine latine ou grecque. Là où la noblesse avait imposé trionfi dans ses lettres, l'oralité du peuple et la popularisation du jeu a-t-elle permis à taroc de s'imposer. Si la théorie est séduisante, il n'y a pour le moment aucune certitude concernant ce changement d'appellation. Si le nom du tarot est quasiment fixé, ce n'est pas encore le cas du nombre des trionfi. Ainsi, de nombreux indices laissent à entendre qu'à l'époque, ce nombre dépendait de celui des suites mineures. Selon le nombre des cartes de cour, on pouvait donc se retrouver avec 14 ou 16 trionfi. Il ne reste à ce jour que 11 trionfi du tarot Visconti di Modron, aussi appelé Keriel, du nom de son dernier propriétaire. Un jeu datant de 1441, considéré comme le plus vieux jeu encore préservé. Grâce à un sermon de 1470, on sait que ce jeu possédait 25 atouts, car en plus des 22 que l'on connaît, on peut trouver 3 vertus, foi, espérance et charité, que ne conservera pas le tarot dit de Marseille. En fait, le nombre de trionfi semble se stabiliser à 22 à partir de 1450. On trouve alors les arcanes que nous connaissons à l'identique, à quelques exceptions près. Elles ne sont pas encore numérotées et sur 11 ordres de cartes recensés, on peut en retenir 3 principaux en fonction de la région de création du jeu. Ensuite, le nom des cartes n'est pas encore totalement fixé. Le jugement était parfois simplement nommé l'ange, Angelo. La maison Dieu était la foudre, Saetta, ou le feu, Fuoco. Et le pendu, le traître, Traditore. Certaines de ces cartes ont continué à prospérer dans le Mentiate, un jeu de cartes très populaire à Florence au XVIe siècle et dont la principale différence avec le tarot est de posséder 41 atouts au lieu de 22. Avec ces similitudes, le Mentiate fut longtemps un rude concurrent du tarot, mais disparut progressivement au XIXe siècle. Jusqu'alors, le tarot n'est qu'un divertissement, un jeu de cartes. Il a été créé pour distraire et non prédire l'avenir, comme on voudrait nous le faire croire. La première mention du tirage de cartes en vue de divination sourcée date de 1450 dans l'ouvrage Ruego de Naipes du poète Fernando de la Torres. On trouve d'autres témoignages dans les décennies qui suivent et apparaissent des livres de sorts comme le Mainzer Karlenstorper en 1505, associant chaque carte à une prédiction sous forme de poème. Il faut pourtant attendre 1527 et le livre Chaos de Triper Uno de Teofilio Forengo pour trouver une trace concrète de l'utilisation des cartes de tarot en vue de divination, et cela dans une fiction poétique. À titre personnel, si vous avez regardé le premier épisode d'Arcane, vous savez que je m'intéresse peu à la divination. Je
Je suis par contre passionné par l'idée que le tarot puisse servir à écrire des histoires. Et cela me réjouit au plus haut point de découvrir que l'origine de l'utilisation divinatoire se mêle aussi intimement à un usage créatif. Bien qu'il commence à devenir divinatoire, le tarot n'est toujours pas de Marseille. Et il est temps d'arriver en France, en commençant par la ville de Lyon, qui s'en est taillé sa part du lion. C'est en effet de cette ville que proviennent les plus anciens tarots français encore recensés. Le plus vieux daterait de 1475. Mais c'est surtout le tarot Catelin-Geoffroy de 1557 qui fait foi. À l'époque, Lyon est une plaque tournante de l'Italie vers le reste de la France. C'est une cité prospère où s'établiront les plus grands artisans quartiers avant Paris et Rouen. En 1600, Lyon et Rouen sont même qualifiés de greniers à cartes de l'Europe. A contrario, il faudra attendre 1631 pour que les artisans quartiers soient autorisés à Marseille. Puis 1634 pour trouver une première trace d'un artisan quartier à Marseille. Et enfin 1642 pour apprendre que les quartiers de Lyon se plaignent des contrefaçons de ceux de Marseille. Le plus vieux tarot sur le modèle du tarot dit de Marseille connu date de 1650. Il a été réalisé à Paris par Jean Noblet. Il est clairement le fruit d'influences italiennes et n'est pas tant une création de Jean Noblet qu'une relecture d'autres jeux. C'est en tout cas la forme la plus ancienne du jeu telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le plus ancien tarot de Marseille venant vraiment de Marseille connu est le tarot de François Chausson, qui date de 1736. L'origine la plus probable du tarot de Marseille serait plutôt la ville de Lyon. Il aurait été réalisé à partir d'une création milanaise. En effet, l'on a pu retrouver une planche d'impression milanaise de 1500, la feuille Kerry, qui affiche déjà les arcanes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Si le tarot prospère alors en France, il va décliner au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIV, pour n'être plus qu'un juteux produit d'exportation. C'est en 1856 qu'on trouve la première trace écrite de l'appellation tarot de Marseille, dans un article de Romain Merlin, spécialiste de l'histoire des cartes. Papus, aka Gérard Ancos, dont on reparlera plus tard, reprendra ce nom en 1889 dans son ouvrage Le tarot des Bohémiens. L'appellation sera alors adoptée par le milieu occultiste et on trouvera même en 1896 un auteur du nom de Robert Falconier pour affirmer que le tarot de Marseille de Convert est ce qu'il y a de plus proche de la forme traditionnelle du tarot. C'est en 1863 que les milieux occultes renomment les atouts lames ou arcanes, majeurs et mineurs, creusant un fossé définitif entre le tarot à jouer et le tarot de Marseille. À cette époque, il est d'ailleurs compliqué de trouver ces fameux tarots de Marseille, la mode étant plutôt au tarot de Besançon, une forme proche, probablement créée pour le marché des pays de l'Est, et qui voit notamment disparaître le pape et la papesse au profit de Jupiter et Junon. Ce n'est qu'en 1930 que l'ancien tarot de Marseille, tel que nous le connaissons, sera remis en production en utilisant les plaques de la maison Lecard, héritière de la maison Arnoux, datant de 1890, qui serait une copie d'un tarot de Convert réédité par la maison Camoin au XIXe siècle. Vous l'aurez compris, le tarot de Marseille, cet artefact tout-puissant hérité des temps anciens, n'a jamais vraiment existé. Il s'agit surtout d'une construction collective. Je vous invite maintenant à revenir au début de la vidéo et à nous intéresser à la figure du dieu Thoth et à la construction de la mythologie autour du tarot divinatoire. Avec le siècle des Lumières, la France voit exploser la franc-maçonnerie. Arrivé vers 1720, juste après l'Angleterre, cet ordre occulte monte plus de 107 loges en à peine une quinzaine d'années d'existence. Ces boys clubs d'un genre nouveau sont des lieux de jouissance et de pouvoir qui feront la part belle à de nombreux savoirs occultes, de l'alchimie à l'hermétisme en passant par la cabale. S'y épanouissent des figures comme Cagliostro, un aventurier, mais surtout véritable escroc, qui tomba dans l'affaire du collier de la reine, celle-là même qui inspira un livre à Alexandre Dumas. Cagliostro s'épanouira pleinement dans la fascination de ce siècle pour la sagesse antique et une vision fantasmée de l'Égypte. Il vendra ainsi des prétendues pilules égyptiennes et créera le rite de la haute maçonnerie égyptienne. C'est en baignant dans cette culture franc-maçonne et dans cette mode de l'égyptomanie que Cour de Guesbelin décrète en 1781, dans le volume 8 de son encyclopédie Le Monde primitif, que le tarot est une version cryptée du livre de Thoth. Il apporte ainsi l'idée, peaufinée par le comte de Mélé, que les 22 arcanes feraient référence aux 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Et cette idée que le tarot pourrait être issu de la sagesse ancestrale égyptienne va permettre enfin au tarot de se populariser en France comme art divinatoire.
Le travail de Guesblen sera également d'une grande influence sur celui du mage Étéila, aka Jean-Baptiste Aliette, un ancien négociant en grains, perruquier, également marchand d'estampes en 1768, passionné de divination, qui avait déjà écrit plusieurs livres sur le sujet, mais dont la vision du tarot par Guesblen va résolument orienter le travail. Il écrit ainsi Étéila ou manière de se recréer avec le jeu de cartes nommé Tarot en 1783, première pierre d'un ensemble de livres qui aboutira au Tarot de Thoth en 1789, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Grand Étéila et qui connaîtra plusieurs déclinaisons. Il est intéressant de constater ici deux évolutions parallèles du tarot. Il y a d'abord la partie divinatoire, qu'on pourrait considérer frivole, avec ses tireuses de cartes et ses sibylles de salon, dont la célèbre Madame Lenormand deviendra l'incarnation. Et puis, il y a cet autre courant, qu'on pourrait voir comme plus sérieux, qui se targue de philosophie et d'occultisme, porté par des figures comme Eliphas Lévy, aka Alphonse Louis Constant. Un stéréotype de genre qui pourrait prêter à rire s'il n'était aussi grossier et révélateur de notre société. Madame Lenormand était l'équivalent d'une influenceuse, usant de son réseau, qui allait jusqu'à l'impératrice Joséphine, pour accroître sa notoriété et s'enrichir. Le culte qu'elle réussit à développer autour de sa personne était tel que les jeux de cartes portant son nom sont tous posthumes et lui ont permis d'entrer dans la postérité. Eliphas Lévy, quant à lui, était plutôt du genre philosophe gauchiste, et c'est en 1854 qu'il sort Dogmes et rituels de la haute magie. Si sa notoriété n'a clairement pas atteint celle de Madame Lenormand, son travail a profondément marqué l'évolution du tarot, dont il a fait la clé de voûte de toutes les disciplines occultes, la source du savoir originel. L'auteur lance ainsi l'idée qu'il faut restaurer la sapiens antique dissimulée dans les cartes, aller outre les modifications qu'ont pu faire les artisans cartiers à travers les siècles et redessiner un tarot originel porteur d'un savoir ancestral. En bref, il invite ses contemporains à créer un tarot de toutes pièces qui devait forcément exister dans l'Égypte antique. Et cette idée, déjà portée dans les mêmes réseaux par Kurt de Guesblen, aura un impact. Ainsi, en 1889, Papus rédige « Clé absolue de la science occulte, le tarot des bohémiens, le plus ancien livre du monde », tandis que son ami Oswald Wurst illustre les 22 arcanes du tarot kabbalistique, qui deviendra plus tard le tarot des imagiers du Moyen-Âge. C'est à cette époque qu'apparaissent des symboles comme les sphinx sur la carte du chariot et le Baphomet de la carte du diable, et que l'avenir du tarot se trouve irrémédiablement lié à la légende du dieu Thoth, aussi appelé Hermès Trismégiste, fondateur de l'hermétisme et de l'alchimie, à qui l'on doit la table d'émeraude et ses 12 préceptes. L'Angleterre connaît une évolution similaire. L'année 1888 voit naître l'Hermetic Order of the Golden Dawn, une société occulte très populaire qui accueillit des invités aussi prestigieux que W.B. Yeats, Conan Doyle ou Bram Stoker, et reste une référence de l'occultisme malgré sa courte existence de 15 ans. La Golden Dawn percevait le tarot comme un outil d'éveil spirituel, et ses arcanes étaient donc la clé de l'apprentissage de ses membres. MacGregor Martyrs, l'un des 3 fondateurs de cet ordre, serait ainsi le créateur du tarot originel, comme s'il avait réussi à puiser dans le temps l'essence primaire du jeu. Les initiés étaient invités à reproduire consciencieusement ce tarot pour réussir à entrevoir le savoir de la Kabbale. Assez vite, les initiés en vinrent à copier des tarots des précédents initiés, si bien que les tarots Golden Dawn publiés très tardivement dans les années 70 ne sont issus que des copies du jeu de Martyrs. Mais s'il est un tarot issu de la Golden Dawn qui a marqué les esprits, c'est bien celui créé par Arthur Edward Waite et peint par Pamela Colman Smith en 1909 et très injustement nommé Tarot Rider-Waite. Inspiré aussi bien des travaux d'Eliphas Lévy que de ceux de la Golden Dawn, ce tarot se veut rendre la spiritualité accessible à tous et marque surtout une différence fondamentale avec les tarots dits de Marseille, en illustrant les arcanes mineures aussi richement que les arcanes majeures. Avec cette puissante modification, le tarot cesse d'être l'outil exclusif d'occultistes conservant jalousement leur pouvoir pour s'offrir enfin au monde. S'il aura moins d'influence, il est impossible de ne pas citer un dernier tarot issu de la Golden Dawn et débuté en 1930, le livre de Thoth de Aleister Crowley et Lady Frida Hayes. Crowley est une figure occulte d'importance qui marquait son époque par sa démesure et influença durablement la culture britannique. Son tarot est à son image, les visuels sont puissants, baignent dans un occultisme hérité d'Eliphas Lévy, des francs-maçons, des Rose-Croix,
de la Golden Dawn et de tout ce savoir que cet ogre a pu digérer. Si les tableaux qu'il compose ont été exposés à plusieurs reprises du vivant de ses créateurs, le jeu ne verra vraiment le jour qu'en 1969, bien après que Crowley et Harris aient trépassé. Enfin, pour que le portrait du tarot divinatoire soit le plus complet possible, il me paraît important de mentionner encore 2 tarologues. Le premier se nomme Marcel Bellin et publié en 1961 l'Oracle Bellin. C'est un jeu simple de 53 cartes que Bellin a créé grâce au travail du mage Edmond, un tarologue de la fin du 19e siècle, tombé dans l'oubli et dont Bellin permit de redécouvrir le travail. Le Bellin n'est pas directement lié au tarot, mais on y retrouve la fascination pour l'Égypte et certains symboles. C'est surtout un oracle très populaire, de par sa simplicité d'accès. Pour finir, je trouve important de mentionner l'apport de notre contemporain Alexandro Jodorowsky, qui, non content de participer à la restauration d'un ancien tarot, le Camoin, directement hérité du Convers, participa activement à propager une autre vision du tarot, non plus tournée vers la divination ou l'occultisme, mais vers le développement personnel et la compréhension de soi. Les amateurs de cette vision plus psychologique de la tarologie pourront d'ailleurs en trouver une excellente représentante avec Emmanuel Iger, dont vous pouvez trouver l'interview sur la chaîne. Vous l'aurez compris, si l'histoire de Kurt de Guesblin est vraiment séduisante et qu'on pourrait rêver d'un tarot qui, à l'image des tables de la loi, serait un legs de Thoth, le dieu de la sagesse, cet outil incroyable est en fait une construction collective qui, à travers les pays et les siècles, a pris la forme que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est ce que je trouve le plus admirable dans cette histoire, c'est qu'elle se poursuit encore. Chaque jour, de nouveaux tarots sont publiés, certains même créés par des intelligences artificielles. On trouve désormais aussi bien des tarots Star Wars que Seigneur des Anneaux ou Mon Petit Poney. Chaque jour, on trouve de nouveaux symboles qui toucheront plus de gens, de nouvelles interprétations. Chaque jour, on se réapproprie cet objet un peu plus. Un peu comme si, contrairement à ce que croyaient les occultistes, le tarot n'était pas un objet du passé, mais bel et bien du futur. Si vous voulez en apprendre plus sur le sujet, je ne saurais que trop vous recommander la visite du petit mais passionnant musée de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux, ainsi que la lecture du très complet Histoire du tarot d'Isabelle Nadolny, qui m'a beaucoup inspiré pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker pour la faire ressortir dans les algorithmes, mais surtout à la partager pour faire découvrir cette passionnante histoire et casser les clichés autour du tarot. La prochaine vidéo qui sortira sera sur le héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Je ne sais pas encore dans combien de temps elle sortira, tant je vais avoir du mal à me replonger dans ce livre que je trouve imbitable. N'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires pour me motiver à aller plus vite. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.